Une pile, mesdames, messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire Piguet Galant, webinaire qu'on fait aujourd'hui en partenariat avec le cabinet Alterneo qu'on vous présentera dans un instant. Je les remercie déjà d'être là aujourd'hui. S'il te plaît, Victoria. Si ça va marcher. Il est là, voilà, le petit effet de démarrage. Donc, comme je vous disais, webinaire aujourd'hui sur un nouveau thème, le thème du divorce. Pour ceux qui nous suivent de près, on a fait il y a quelques semaines un webinaire sur le mariage ou le concubinage. Alors, je ne pense pas qu'en 3 semaines, vous avez le temps de vous marier et déjà de vous poser la question de comment divorcer. En tout cas, j'espère que non. Mais en revanche, aujourd'hui, on est sur un sujet qui concerne, malheureusement, j'ai envie de dire, ou peut-être heureusement dans certains cas de figure, beaucoup de monde au sujet du divorce qui nécessite un accompagnement. Accompagnement fait aujourd'hui par nos experts qui sont ici présents. Victoria Mazzon, qui est spécialiste en solutions patrimoniales chez Piguet Galland. Bonjour Victoria. Bonjour. Katia Peziola, qui est avocate dans le cabinet Alterneo. Bonjour Katia. Bonjour. Et enfin, Sandrine Cavazza. Bonjour Sandrine. Bonjour. Je vous remercie déjà, comme je disais, d'être là aujourd'hui pour nous accompagner sur ce sujet. Je ne peux pas commencer un webinaire sans revenir un mot sur Piguet Galland. Piguet Galland, donc nous sommes une banque en Suisse romande, environ 6,5 milliards d'actifs sous gestion. On est focus sur la clientèle suisse. On se concentre sur notre clientèle suisse avec environ 80% de notre clientèle. Et puis, Piguet Galland, c'est le meilleur des deux mondes, comme on le dit à chaque fois. C'est une banque à taille humaine, couplée à la solidité d'un grand groupe financier. Mais surtout, la partie qui est importante, c'est le soutien à vos projets. On a une combinaison d'expertise unique pour une banque privée. Et notre métier, c'est d'abord vos projets de vie. Et comment est-ce qu'on vous accompagne dans vos projets de vie? C'est à travers des solutions patrimoniales, mais également des solutions d'investissement et des solutions de financement. Je parlais donc de projet. Le divorce, lui, peut devenir un projet, mais plutôt un moment de vie. Donc, que ce soit dans vos projets de vie ou dans vos moments de vie, donc on peut vous apporter l'accompagnement nécessaire et puis répondre à vos questions, questions que vous pouvez poser à travers les petits boutons que vous avez sur vos écrans. Et bien évidemment, les questions sont anonymes. Il n'y a que moi qui les verrai et on pourra donc tenter de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Sans plus attendre, donc, je passe la parole à Sandrine qui va nous présenter donc, le cabinet Alterneo et puis on va pouvoir passer sur, je pense, les nombreuses questions qu'on peut se poser lors d'un divorce. Voilà, alors en fait, Alterneo est né d'un constat qu'on a fait donc, avec mon associé Katia, après plus de 10 ans donc, de pratique judiciaire. On a vraiment fait le constat des limites en fait, de la justice pour résoudre de manière durable les problématiques qui se rencontrent dans le cadre d'un divorce. Et donc, les deux formés en médiation, on a fondé il y a 3 ans et demi Alterneo pour vraiment accompagner nos clients aujourd'hui dans des démarches de sur-mesure et vraiment trouver leurs propres solutions. Donc voilà vraiment aujourd'hui notre objectif et on est content d'être là aujourd'hui pour pouvoir aussi parler de nos activités. Il y a le cadre légal, mais on peut aussi chercher des solutions en dehors de ce cadre légal, en restant dans le cadre légal, mais toujours être plus créatif et c'est ça qu'on a vraiment voulu offrir à nos clients en créant Alterneo. Merci beaucoup. Donc, effectivement, face à un divorce, on n'est pas forcément obligé de passer par la case jugement. Ce n'est pas forcément un juge de trancher. Avec une médiation, et c'est le service que vous apportez, on peut arriver à d'autres solutions et pas confier son destin ailleurs, j'ai envie de dire, si je résume ça comme ça. Jugement, il y aura, mais l'avantage, c'est qu'on peut décider qu'est-ce qu'on veut dans ce jugement. Voilà. Ce n'est pas un juge qui décide à notre place. C'est pas un juge qui décide à notre place, c'est parfaitement bien résumé. Et du coup, lorsqu'on parle divorce, je pense que la première question qui vient à chaque fois, c'est les conséquences sur le patrimoine de son divorce. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là? Alors, les principales conséquences patrimoniales, alors on n'abordera pas aujourd'hui tout ce qui est le sort des enfants avec les contributions, etc., parce que aussi il y a des conséquences du coup patrimoniales, mais on a en fait tout ce qui est la liquidation du régime matrimonial, puisque au moment du divorce, en fait, le régime matrimonial devra être liquidé. On doit regarder voilà, si les époux, pendant en fait leur vie commune, ont acquis des biens immobiliers, puis du coup là aussi, il faudra s'en soucier, et puis les liquider. Il y aura en fait des impacts au niveau des impôts et bien entendu encore au niveau du deuxième pilier. Alors c'est ce qu'on propose aujourd'hui lors de ce webinaire, de regarder vraiment ces aspects-là au niveau finance, patrimoine. Ouais. Donc l'impact sur ces différents éléments, hors la partie des enfants comme vous avez mentionné. Donc comment est-ce qu'on fait la liquidation du régime matrimonial?
Le régime matrimonial, déjà, c'est vraiment, on va séparer le patrimoine des époux. Donc, qu'est-ce qu'ils ont accumulé ensemble durant leur vie conjugale. Et puis, la première chose qu'il faut faire quand on va liquider le régime matrimonial, en tout cas d'un point de vue légal, c'est de définir sous quel régime les époux sont mariés. Donc, est-ce qu'on est sous un régime de participation aux acquis, c'est-à-dire le régime ordinaire? La plupart des époux qui n'ont pas fait contrat de mariage sont soumis à la participation aux acquis. Ou alors, si les époux ont fait un contrat de mariage, qui est un contrat de séparation de biens. Et puis, il y a un troisième régime légal qui aujourd'hui n'existe plus, on va dire que c'est la communauté des biens. Donc, nous, on travaille principalement, en tout cas des avocats, principalement sur deux régimes, la participation aux acquis et la séparation des biens. Et ensuite, si on est justement dans ce régime, la participation aux acquis, une étape qui va être déterminante aussi du point de vue légal, c'est de définir qu'est-ce qui est finalement des biens propres des époux, c'est-à-dire qu'est-ce que l'époux avait avant le mariage, des héritages qui ne rentrent pas en fait dans la masse commune des époux, qui sont les acquis. Alors, quand on parle d'acquis, on est plus sur les revenus du travail, tout ce qu'on a acquis ensemble, des économies faites en commun, mais qui ne viennent pas effectivement de soit d'héritage ou qu'on avait avant le mariage. D'accord. Et puis, il y a un principe, de nouveau légal, qui dit que si on n'arrive pas à définir à quelle masse appartient tel ou tel bien, il y a une présomption légale de dire que c'est un acquis. Donc, à nouveau, quand on est dans un système juridique, on peut faire appel à un expert qui va définir ça pour nous, souvent des notaires, et de nouveau le juge. Alors, ça, c'est vraiment au niveau légal comment ça se passe pour liquider le régime matrimonial. D'accord. Et les acquis se partagent par moitié, donc il va falloir définir en fait cette masse d'acquis. Masse d'acquis à définir. Parfait. On a parlé, donc là c'est le régime matrimonial, il y avait aussi une question concernant le bien immobilier. Donc comment est-ce qu'on fait pour le split en bon français, le règlement donc, de la propriété du bien immobilier? Alors là encore, tout va varier déjà si on se met d'accord ou pas. Donc, si on ne se met pas d'accord, la copropriété devra être liquidée dans le cadre du divorce. On vend simplement et on sépare l'argent selon le régime. Exactement. D'accord. Puisqu'en fait, un juge, enfin, si on ne s'entend pas, le juge ne va pas commencer à proposer d'autres options ni quoi que ce soit. Donc, en fait, il y aura vraiment la liquidation, et par liquidation, on entend vente. Exactement. Et puis, donc, en fait, on va ensuite se diviser le bénéfice qu'on espère avoir. Évidemment, voilà. Ensuite, comment on va partager ce bénéfice? On va déjà examiner comment en fait ce bien a été acquis. Est-ce qu'il y a eu du deuxième pilier? Est-ce qu'il y a eu des fonds propres? Comme Sandrine le disait tout à l'heure, est-ce que ça rentre dans les acquis? Est-ce que ça rentre dans les fonds propres d'un époux? Est-ce qu'il y a eu des travaux en cours de route? Donc, est-ce qu'il y a des plus-values, etc. Ensuite, comment est-ce que les plus-values, en fait, on vient récompenser chaque masse, etc. Donc, là aussi, ça peut être très technique. Généralement, si on ne s'entend pas, là aussi, on doit faire appel à un expert, donc à une expertise, qui est généralement donc, aussi un notaire. Il y a certains avocats qui sont aussi formés pour le faire, pour d'aller vraiment faire ces calculs, d'aller vraiment récompenser, parce que c'est bien ce terme-là, les différentes masses qui ont servi à acquérir. Et puis ensuite, si on sort, en fait, si des époux peuvent discuter entre eux, il y a pléthore d'autres options, en fait, qui se présentent à eux, parce qu'effectivement, il y a la vente. Ils pourraient être d'accord de vendre, parce que personne ne veut rester, par exemple, si par exemple on parle d'une maison conjugale, enfin de la maison familiale. Mais bien entendu, il est encore possible qu'un époux, en fait, rachète la part à l'autre. Oui, il est encore possible, en fait, de rester copropriétaire, puisqu'on n'est pas obligé d'être marié pour être copropriétaire d'un bien immobilier. Mais bien sûr, pour choisir cette option-là, c'est qu'il faut être d'accord tous les deux de rester propriétaire. Et là, on va regarder plein de choses pour finalement peut-être aussi regarder quelle est l'option la plus optimale, etc. Mais c'est de regarder, parce qu'il peut y avoir plein d'incidences. Il y a des pénalités lorsqu'on vend. On vient casser des hypothèques, donc il y a des pénalités pour avoir résilié de manière anticipée en fait cette hypothèque. Il peut y avoir en fait des impacts sur le gain immobilier. Et là, ça peut être intéressant lorsqu'il y a des transferts de parts entre les époux, parce qu'on peut demander en fait ce report de l'impôt sur le gain immobilier. Donc là, il y a réellement un gain concret en fait à faire par rapport à l'assiette fiscale en fait de l'équipe, de cette équipe. Et puis ensuite, bien sûr, s'il y a vente, il y a des frais de courtage qu'il n'y aurait pas s'il y a transfert, etc., etc. Donc en fait, il y a une incidence, il y a beaucoup d'incidences que si on se met à table et qu'on discute, il y a plein de paramètres à prendre en compte pour regarder vraiment à réfléchir autour de ces solutions gagnant-gagnant. Merci beaucoup. Donc on va effectivement, rien que sur le bien immobilier, effectivement, les différentes
possibilités qu'il y a et les paramètres à prendre en compte. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que le deuxième pilier est utilisé ou pas? Est-ce que le deuxième pilier est un acquis ou pas? On parlait du revenu du travail tout à l'heure. Que dit la loi par rapport au deuxième pilier? Alors, le deuxième pilier, en fait, la loi, c'est qu'on le partage, et indépendamment du régime matrimonial sur lequel on est marié. Donc, bien évidemment que déjà, on va partager par moitié, c'est de savoir de quoi on parle, de quelle durée, finalement, c'est durant la durée du mariage. Donc, c'est des avoirs accumulés durant le mariage qui vont être partagés. Depuis le mariage jusqu'à l'ouverture de l'action de divorce. Alors qu'avant, on pouvait faire 4 ans de procédure et la LPP continuait à se partager. Ça a été changé en 2017. Donc, quand on parle de ces dates déterminantes, c'est vraiment donc le mariage jusqu'à soit l'ouverture d'action de divorce, et quand on est dans un mode alternatif, on choisit une date la plus proche du divorce, mais on a une certaine marge de manœuvre aussi en fonction de comment on va se répartir les biens. Donc ça, c'est toujours l'intérêt en fait de la LPP, c'est qu'il y a un partage par moitié, mais on a une certaine marge de manœuvre. Par contre, la LPP a cette particularité que le juge va examiner si oui ou non ce partage LPP est fait correctement. Alors qu'en liquidation de régime matrimonial, finalement, le seul examen du juge se limite à l'équité. Là, le juge va quand même regarder, il regarde les attestations LPP qu'il faut lui transmettre et comprendre en fait comment les époux se sont partagés la LPP. Et s'il n'y a pas d'accord, ce sera vraiment partage des avoirs accumulés durant le mariage depuis donc la date du mariage jusqu'à l'ouverture d'action au divorce. D'accord. Et puis, ce qui est particulier avec la LPP, c'est qu'on peut avoir deux cas. On a le cas où les époux travaillent encore, donc sont encore actifs, donc ils sont tous les deux encore affiliés à une LPP, où là, voilà, c'est un partage qui est assez simple, puisqu'on va regarder le capital de ce qui a été accumulé dans le mariage, et où ça devient plus compliqué, c'est quand il y a un cas de prévoyance qui est réalisé. Donc, soit un des époux se retrouve invalide, mais qui n'est pas encore à la retraite. Donc là, on a un mode de calcul qui est différent. Donc, on va retrouver le capital de ce qu'il a pu accumuler avant son invalidité. Et puis, l'autre cas, c'est quand un des époux est retraité, parce qu'en fait, le capital n'est plus disponible. L'époux retraité reçoit une rente. Et là, il va y avoir un partage de rente viagère. Souvent, on confie ça à des actuaires, parce que c'est des calculs qui sont compliqués à faire. Donc là, on a une manière de déterminer, en fait, finalement, quelle part de rente reviendrait à chaque époux. Il peut y avoir, alors légalement, un juge pourrait décider qu'il n'y a pas de partage. Donc ça, c'est une disposition de la loi qui le prévoit. Voilà, pour des questions aussi d'égalité, par exemple, il y a un époux qui a été indépendant, qui n'a pas du tout cotisé, mais il a beaucoup de troisième pilier par rapport à l'autre époux qui, lui, a une LPP qui devrait être le seul à la partager. Là, on a une possibilité que le juge décide d'un partage autre que le partage par moitié qui est prévu par les articles du Code civil. D'accord. Donc, effectivement, le cas d'un indépendant ou d'un entrepreneur est encore pris en compte selon la situation. C'est extrêmement clair. Il manque un petit S au mot règle qu'on corrigera dans la version qu'on vous enverra par email. Mais c'est vrai que cette LPP, ça peut être très émotionnel et ça peut donner lieu à beaucoup de frustration quand justement un juge finalement décide quand même qu'il faut partager, alors que pour un des époux, c'est éminemment injuste. Et d'où aussi l'intérêt d'aller mettre vraiment ensemble, de trouver ensemble une solution un peu win-win où chacun s'y retrouve. Et je pense que déjà là, c'est effectivement le point principal, c'est que dans le cas de figure, dans le cas d'une médiation, on peut trouver des solutions qui peuvent plaire à tout le monde, alors que si c'est un juge qui décide à notre place, on peut se retrouver effectivement dans une situation différente, effectivement. Qui dit mariage dit aussi déclaration d'impôt en commun. Alors, on a évoqué déjà tout à l'heure l'impôt sur le bien immobilier, il y a toutes sortes d'impôts, bien évidemment. On fait la déclaration d'impôt en commun, et puis lorsqu'on divorce, c'est plus le cas. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là, dans le cadre d'un divorce? Il faut déjà voir que l'impact au niveau fiscal se fait déjà au moment de la séparation. Si les époux en fait passent par la case séparation avant le divorce, à ce moment-là, au niveau fiscal, ils seront en fait taxés séparément. Mais bon, on rencontre en fait des clients qui passent directement en fait à la case divorce. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, en fait, donc ils seront deux entités en fait fiscales distinctes. D'accord. À ce moment-là, c'est aussi important de voir si pendant l'année en cours, il y a des acomptes en fait qui ont été versés.
Parce qu'à ce moment-là, en fait, les autorités fiscales vont vous demander en fait de comment en fait les partager. Donc là aussi, soit un accord intervient rapidement, soit en fait les autorités fiscales en fait remettent 50-50 des acomptes sur au crédit en fait de chaque époux. Et puis ensuite, les incidences fiscales, que ce soit post-divorce, au moment où en fait on est deux entités séparées, il y a tout le système en fait des contributions ou pas qu'il y aura. Parce qu'en fait, s'il y a une contribution d'entretien, généralement les contributions d'entretien, si c'est par exemple pour les enfants, se déduisent en fait. Le parent qui paye une contribution d'entretien à l'autre parent, mais en faveur des enfants, donc va le déduire. L'autre parent en fait va le rajouter en fait pour des revenus. Son revenu imposable, d'accord. Son revenu imposable, exactement. Et ça uniquement jusqu'à ce que les enfants, jusqu'à leur majorité. Au-delà, en fait, cette contribution d'entretien, même si elle perdure, elle n'est plus déductible en fait. Donc là aussi, il peut y avoir. Donc après 18 ans ou après 25 ans? Après 18 ans. Après 18 ans, majorité, même malgré les études. Légale, tout à fait, malgré les études. Donc ça veut dire qu'il y a cette obligation d'entretien, voilà, qui perdure pour le parent, enfin pour les parents. Mais par contre, elle ne sera plus déductible d'un point de vue fiscal. Les contributions, par contre, post-divorce, donc en faveur de l'autre conjoint, celles-ci sont déductibles jusqu'à ce qu'en fait, jusqu'à leur fin, jusqu'à ce qu'elles soient versées. D'accord. Et puis ensuite, il y a aussi d'autres impacts qu'on peut organiser en fonction de la garde, etc. C'est les quotients familiaux, notamment les quotients des enfants. On est de plus en plus dans des cas de garde alternée. Généralement, c'est qu'il y a un partage en fait du quotient. Un enfant, c'est 0,5. On va partager ce quotient de 0,5, en fait 0,25 pour un parent, 0,25 sur l'autre. Mais tout dépend s'il y a une contribution ou pas. Donc là encore, c'est de voir en fait lorsqu'on discute au cas par cas. Au cas par cas de chaque situation, c'est de voir encore une fois comment dans chaque situation en fait on peut optimiser la manière dont on organise en fait. Est-ce qu'il y a une contribution? Est-ce que c'est plus favorable en fait de créer un compte commun plutôt que ce soit une contribution pour éviter en fait parce que dans un cas c'est mieux de partager des quotients que dans un autre cas c'est mieux de verser une contribution et donc de déduire cette contribution parce que fiscalement c'est plus avantageux. Enfin voilà, c'est des possibilités toujours si on réfléchit en équipe en fait. Effectivement. Il y a différentes implications possibles et vaut mieux réfléchir en équipe, comme vous dites. Je pense que le terme est juste. Surtout avec des enfants où finalement, malgré le divorce, on reste les parents des enfants. À vie. Même si effectivement on n'est plus époux et épouse. Alors, on a vu les différents points importants à considérer. Comment est-ce qu'on peut maintenant, vu qu'on parle de médiation, comment est-ce qu'on peut régler son divorce? On ne peut pas le décider tout seul dans la cuisine. Quelles sont les voies possibles maintenant pour régler le divorce? Imaginons qu'on s'est mis d'accord. Comment on fait? Alors, disons que voilà, de toute façon, on doit passer par un jugement. En Suisse, il y a un jugement qui doit être prononcé par le juge. Donc, il y a effectivement différentes voies. Donc, il y a ce qu'on appelle la voie judiciaire qui peut être extrêmement conflictuelle, où là, le juge pourrait être amené à trancher si, durant la procédure, les époux ne trouvent pas d'accord. Il y a ce que nous, on appelle la conciliation, qui est finalement, c'est quand même un tiers qui trancherait ou qui viendrait donner des avis juridiques aux deux époux pour leur dire à votre place, je ferai comme ça. Donc, souvent, moi, quand j'étais avocate commun, je faisais passablement de conciliation. C'est que je venais donner quelque part ma solution aux époux, ce que je ne fais plus du tout. Puis après, on est dans des méthodes comme la médiation, la négociation, le droit collaboratif, où là, vraiment, ce sont les personnes qui sont responsables de leur situation et qui vont essayer de chercher leur propre solution. Toujours en respectant bien évidemment le cadre légal. C'est-à-dire que nous, on s'assure que quand il y a un accord qui est trouvé, que ce soit en médiation, négociation ou en droit collaboratif, il respecte le cadre légal. C'est-à-dire qu'il peut être ratifié par le juge. Parce qu'il y a cet examen, quoi qu'il arrive, à la fin du juge, y compris dans la voie consensuelle ou conventionnelle. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup. Finalement, par rapport au point qu'on a évoqué, alors j'ose espérer qu'on a compris déjà, que les personnes qui nous écoutent ont compris déjà l'avantage, mais peut-être pour rien insister sur les différents points, finalement, plutôt que passer par un juge où, comme on a dit, il va finalement analyser et splitter ou les experts que vous avez évoqués. Finalement, pourquoi est-ce qu'il vaut mieux opter pour une médiation ou une négociation, imaginons surtout dans le cas où on a de la peine à se mettre d'accord? Alors, pour plein de raisons et pour plein de bonnes raisons. On en a cité quelques-unes sur le slide. On l'aura compris, c'est déjà de voir
par exemple, lorsqu'il y a des enfants, on vient préserver un lien. On n'est plus époux, mais on continuera à être des parents. Et donc, c'est forcément des processus où on prend en considération l'autre. Et donc, on n'est pas dans une guerre de tranchées. Et donc, bah voilà, la relation, elle perdure, elle est moins abîmée, voire même, en fait, il y a une réelle plus-value, en fait, là autour. On vient construire quelque chose. On l'a souvent mentionné, vous l'avez souvent mentionné, c'est pas un juge qui va venir trancher et donc décider. Voilà. Et comme Sandrine l'a dit, c'est qu'on se responsabilise, on va chercher réellement de ce qu'on a besoin, en fait, dans notre présent, dans notre futur, et pas forcément on vient simplement régler des comptes de ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment en fait aussi cette projection, c'est sur le futur, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant et demain. Il y a cette question de globalité sur mesure parce qu'on a vu toutes ces différentes incidences et c'est très intéressant en fait. Au lieu de dire je prends le sort des enfants, je prends le sort des impôts, je prends le sort de mon deuxième pilier, je prends mon bien immobilier ou je prends ma liquidation du régime matrimonial qui, dans une réalité judiciaire et réalité juridique, serait en fait tout saucissonné. En fait, c'est tout très cloisonné. Et ben ici, on décloisonne, nous, on décloisonne tout. Chez les Alternéo, on décloisonne pour vraiment en fait réfléchir sur un accord global. Et puis c'est comme ça qu'on se donne vraiment les chances d'avoir ce consensus vraiment constructif et positif en fait, et ce gagnant-gagnant parce qu'on retrouvera en fait, et cette globalité va répondre en fait aux intérêts en présence, que ce soit des époux, des parents et finalement de cette famille qui perdure, mais d'une autre façon, exactement. Tout à fait, ouais. Et si vous me permettez pour compléter, il y a aussi une notion, on disait voilà, de mettre tout à plat. Dans les cas que j'ai pu constater avec des clients, il y a souvent des notions aussi de présomption, c'est-à-dire qu'on présume de ce qui peut être important ou pas. L'avantage aussi de la médiation, c'est de pouvoir mettre à plat différents points et venir un peu à ce gagnant-gagnant que vous avez évoqué aussi. C'est l'avantage de mettre en place ce cadre. Merci beaucoup. On a vu les différents aspects liés aux avantages de la médiation. Si je reviens maintenant de manière beaucoup plus mathématique, si je veux dire ça comme ça, ou peut-être plus pragmatique sur l'aspect purement financier des choses, je me tourne vers toi, Victoria. D'un point de vue patrimonial, lorsqu'on on a décidé de divorcer, bien évidemment avec une médiation, c'est mieux. Mais lorsqu'on est face à ça, comment est-ce que je débute finalement au niveau de mes affaires? C'est souvent la question qu'on se pose, que les clients nous posent. Ok, alors c'est sûr qu'on va se séparer, mais je commence par quoi? Sans forcément être en désaccord. Alors, bonjour à tous. Pour nous, c'était important aujourd'hui de faire cette présentation à propos du divorce avec Alternéo, parce que dans notre approche et dans notre accompagnement, ça correspond vraiment à notre façon d'aborder les choses. Vous verrez que ça se recoupe beaucoup avec ce qui vient d'être présenté. Donc, chez nous, quel est le point de départ? Donc, il y a deux manières d'approcher un petit peu les premières discussions, deux façons de faire et deux outils qu'on utilise. Le premier outil qu'on utilise, qui peut être très utile comme point de départ, c'est donc le bilan patrimonial, qui peut donc servir aussi donc, aux négociations ou à la médiation lorsqu'on entre en discussion. C'est de faire tout simplement, comme son nom l'indique, donc un bilan de votre patrimoine, donc où on va aborder la question du budget. Donc les charges vont être modifiées selon certaines choses qui vont être décidées. Les entrées financières vont peut-être aussi être modifiées. Est-ce que quelqu'un va diminuer son taux de travail, augmenter son taux de travail? Donc ça aura des impacts sur les entrées de chaque personne du couple. Il y aura des impacts donc sur les biens mobiliers. Donc, si on parle de séparation, liquidation du régime matrimonial, on va avoir une séparation des acquets si on est marié sous le régime de la participation aux acquets. Il y aura les biens immobiliers, comme l'ont exposé Sandrine et Katia. Et puis, enfin, les impôts. Donc, le bilan, il va permettre de faire une photo à l'instant T des actifs, des passifs, des entrées, des sorties. Ça va donner une bonne base pour débuter les négociations ou la médiation. L'autre outil qu'on peut utiliser dans l'accompagnement, je dirais, purement financier, c'est la planification financière. L'avantage de la planification financière, c'est qu'elle permet de faire des projections dans le temps. Donc, on va pouvoir
mesurer l'impact de certaines décisions dans 5 ou 10 ans, lorsqu'on parle par exemple de retraite, lorsqu'on parle d'impôts, d'aller mesurer si je prends telle décision concernant mon deuxième pilier, comme on parlait Sandrine, qu'est-ce qui va se passer à la retraite, si je décide de donner telle pension, quel sera l'impact sur ma fiscalité. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mesurer au travers de la planification financière. Et enfin, un autre avantage qu'offre la planification financière dans cette démarche, c'est les différents scénarios. Donc, on va pouvoir comparer plusieurs scénarios envisageables et puis se dire quelle est au final la meilleure décision à prendre en tenant compte des budgets, des impôts, de ma retraite. On va pouvoir en discuter autour de la table avec le couple qu'on reçoit. Merci beaucoup, Victoria. Donc, important de faire un point de situation, un bilan patrimonial, une planification financière. On a parlé tout à l'heure de ce qui se passe si on doit vendre le bien immobilier. Qu'on le vende ou qu'on ne le vende pas, du côté de la banque, comment ça se passe pour la maison ou l'appartement? Alors, les points principaux ont déjà été abordés. Donc, il y a la première question à se poser, c'est effectivement qui souhaite le garder, parce que parfois, ça arrive que aucun des deux souhaite rester dans la maison. Et puis après, il y a la fameuse question, qui est en mesure de le conserver? Donc, ce qui arrive parfois lorsqu'on ne passe pas par la médiation ou qu'on n'a pas une discussion en amont, c'est que le juge va ratifier une convention de divorce, des décisions vont être prises, l'immeuble va peut-être être attribué à monsieur ou à madame, puis arrivé à la banque, on se retrouve face à un autre problème qui est la financier, où on n'est pas en mesure, par exemple, de faire face aux charges immobilières selon la dette qu'il y a sur l'immeuble. Donc, lorsqu'on avait acheté le bien immobilier, on était deux, on avait deux revenus, on avait des charges du coup divisées par deux également. Puis là, on se retrouve seul à devoir assumer une dette. Puis ça peut arriver que la banque vienne tout d'un coup en disant malheureusement, vu les revenus que vous allez avoir, on n'est pas en mesure de continuer à vous suivre. Donc, on en discutait avant de commencer le webinaire où certains clients peuvent avoir un petit peu peur justement d'aller annoncer à la banque qu'il y a une séparation qui va arriver. Souvent, si on s'y prend justement en amont, si les discussions sont préalables, on va pouvoir se dire, alors il y aurait un amortissement nécessaire pour que vous puissiez maintenir cette dette-là. Est-ce qu'on arrive à trouver dans la convention de divorce une façon de permettre à la personne qui garde le bien de pouvoir maintenir cette dette, pardon. Pour le bien de rendement, c'est juste un petit peu difficile parce que, un petit peu différent, excusez-moi, parce que lorsqu'on parle de bien de rendement, les calculs ne sont pas les mêmes. On va utiliser les loyers du bien pour faire les calculs. Donc là, c'est une autre approche, mais pareil, c'est des choses qu'on peut inclure dans la planification financière et puis faire différentes projections pour voir quelle est la meilleure décision et puis pour qui est-ce que c'est le plus important de garder ce bien-là. Ouais. Donc effectivement, tu évoques un point clé, c'est que finalement, il vaut mieux anticiper la question auprès de la banque plutôt que de devoir après être peut-être bloqué ou conditionné peut-être au niveau des décisions qu'on veut prendre. On a parlé tout à l'heure aussi du splitting, du partage de la prévoyance, donc notamment des deuxièmes piliers. Comment ça se passe pour les autres piliers aussi, donc j'ai ces 3 piliers en Suisse. Voilà, on divorce. Quel est l'impact financier sur la prévoyance? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour le premier pilier, on ne peut pas faire grand-chose. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais ce qui est bon à savoir, c'est que le splitting des avoirs, il se fait seulement pendant les années complètes du mariage. Donc, si vous avez été marié 10 ans, il y aura 8 ans qui seront concernés par le splitting. À titre d'exemple, ce n'est pas toujours très clair dans la tête des gens de comment ça se passe pour ce premier pilier, pour l'ADS. Si l'un des deux conjoints gagnait 100 000 francs par année, l'autre 50, en résumé, pendant ces 8 années de mariage, on va faire l'addition des deux revenus divisé par 2. Et pour ces 8 années de mariage, il y aura 75 000 qui seront crédités sur les comptes ADS de chacun. Pour le deuxième pilier, on en a discuté, on a souvent très peu de marge de manœuvre parce que, comme l'a dit Sandrine, c'est un point où le juge négocie difficilement.
Mais il y a plusieurs questions à se poser. Donc, il peut y avoir deux cas de figure. C'est soit on va réceptionner des avoirs de l'ex-conjoint, soit on va transférer des avoirs vers l'ex-conjoint, dans le cas où il y a partage. Pour celui qui va réceptionner des avoirs de deuxième pilier, il y a deux possibilités. Soit ces avoirs vont être transférés dans la caisse où il est affilié actuellement, soit le transfert va se faire sur un compte de libre passage. Là aussi, il est bon d'anticiper, de se poser les bonnes questions. Est-ce que dans ma caisse actuelle, j'ai la possibilité d'absorber ce montant? Est-ce que la santé de ma caisse de pension est de bonne qualité? Est-ce que j'ai pas meilleur temps de mettre ce montant sur un libre passage et puis de choisir une stratégie? Et puis, pour celui qui donne, également soulevé par Sandrine, c'est des fois émotionnellement très compliqué, mais on peut trouver des points positifs à ce transfert de deuxième pilier, parce que lorsque l'un des deux époux va devoir transférer des avoirs de deuxième pilier, ça va lui créer de la capacité de rachat, des lacunes au sein de sa caisse de pension, où il va pouvoir utiliser en fait ces lacunes pour faire de l'optimisation fiscale. Donc là encore, c'est des points qu'on peut aborder avec les clients. Puis enfin, le troisième pilier, si on est marié sur la participation aux acquets, c'est financé par des biens propres et qu'on peut le prouver, donc il n'y aura pas de partage. Si c'est financé par des acquets, donc le salaire par exemple, un partage sera effectué. Encore une fois, il faut pouvoir prouver si ça a été financé par des biens propres ou des acquets. Et puis, si on est marié sur la séparation de biens, chacun dispose de ses avoirs lors de la liquidation du régime. À savoir que si c'est un compte bancaire, ça va être très simple à régler. Lorsque c'est un contrat d'assurance, ça peut être beaucoup plus compliqué. Là aussi, de se faire entourer pour se faire conseiller, c'est très important parce que d'aller casser des contrats d'assurance troisième pilier, ça peut avoir des grosses répercussions, suivant quand est-ce que vous avez conclu ce contrat. Ça vous offre un super taux d'intérêt, des super prestations à la retraite. Donc, d'aller compenser via de la fortune mobilière, par exemple, des fois, ça vaut la peine au lieu d'aller casser un contrat d'assurance. Différents paramètres et différentes solutions finalement possibles sur ces différents sujets. Et on l'a évoqué tout à l'heure, finalement, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à se poser ces questions-là? Je pense que ce qui a été relevé tout au long un petit peu de nos discussions, c'est que c'est important de le faire le plus tôt possible. Souvent, quand certaines décisions ont été prises, on se retrouve face à un mur, enfin, c'est trop tard, on peut plus revenir en arrière. Donc, on l'a abordé selon les différents points. Donc, quand on parle de LPP, ça peut être intéressant pour l'un tout d'un coup d'effectivement verser à l'autre une part de son deuxième pilier. On a des cas des fois de clients qui ne veulent absolument pas le faire. Puis en fait, on se rend compte qu'il avait plus de capacité de rachat et que du coup, c'est même un avantage pour lui de plutôt aller verser du deuxième pilier à son ex-épouse, de créer de la capacité de rachat, de faire de l'optimisation fiscale, versus aller donner du cash, par exemple, à l'autre. Les immeubles, on l'a aussi bien expliqué, d'anticiper pour être sûr que celui qui gardera l'immeuble aura la capacité de le garder et puis que la banque est prête à suivre la personne avec ses données financières qui sont modifiées. Et puis, selon l'évolution de la médiation, on a la possibilité de mettre à jour ces planifications financières. Donc, quand on est face à une discussion, une médiation, comme avec Katia et Sandrine, de pouvoir travailler tous ensemble, même avec la banque, même avec notre département de solutions patrimoniales, se mettre vraiment autour de la table pour faire ces différents scénarios et de mesurer les impacts. Ça peut être vraiment, avoir une grosse plus-value. Voilà. Merci beaucoup, Victoria. Donc, effectivement, se poser ces différentes questions le plus tôt possible. En parlant de questions, donc, comme je disais tout à l'heure en introduction, vous pouvez poser directement vos questions anonymement à travers les boutons que vous avez sur vos écrans. On a déjà reçu différentes questions. Une première question pour vous, Katia et Sandrine. Finalement, par rapport à une médiation, quel va être le coût et la durée d'une médiation? Alors, bon, c'est très variable. Hein. Ouais. C'est très variable. Et non, mais on peut quand même faire un peu une moyenne.
On voit, nous, ça fait 3 ans maintenant hein, qu'on fait plus que ça, plus que de l'alternatif. Selon quel processus, parce qu'il y a de la médiation, il y a de la négociation. Oui. Mais niveau durée, comptez 4-6 mois, à peu près. D'accord. Donc voilà. Et puis par rapport au coût, là encore, là, il y a plus de divergence parce qu'en fonction de quel est le processus. Donc j'ai envie de donner une fourchette assez large qui est de 4 000 à 8 000 francs. Je tiens à préciser que c'est une somme que les époux se partagent, contrairement à une voie judiciaire où c'est souvent chaque époux qui a son propre avocat. Donc là, c'est des frais communs déjà à partager. Généralement, c'est qu'on fait peu appel. Alors bien sûr, on fait appel, comme vous le dites, hein, on fera appel à Piguet Galland pour de la planification, mais on ne vient pas payer encore le notaire, l'agent immobilier, le courtier, etc. Donc, on vient éliminer plein d'autres frais en fait et conséquents en fait Bien sûr. autour. Donc voilà. Et par rapport à la durée de 4 à 6 mois que vous évoquiez, selon bien évidemment la complexité, si on fait la comparaison à un jugement, comme on évoquait tout à l'heure. Alors, un jugement très conflictuel, on l'aura vu pendant notre expérience de plus de 10 ans, on arrive sur plusieurs années, c'est 2-3 ans en fonction de la quantité et du nombre d'experts. Est-ce qu'ensuite on est satisfait du jugement ou est-ce qu'on fait encore appel? Voilà, alors c'est clair que la voie judiciaire, ça pourrait se régler relativement vite, hein, parce qu'il y a toujours une audience de conciliation, et si finalement les époux s'entendent lors de cette audience, c'est terminé. Donc ça pourrait aussi se terminer en 4-6 mois. Hein. Mais si on concilie pas cette première audience et qu'ensuite on rentre en fait dans toutes ces écritures et dans la procédure de demande, réponse, etc., là vous êtes largement au-delà de l'année. Ouais, compte en année. Même sans faire appel à un expert. Ouais. Une question peut-être un peu plus générale, peut-être pour vous tous. On a parlé du divorce, mais finalement, est-ce qu'il y a des conseils à donner vis-à-vis du mariage par rapport au divorce qui pourrait arriver après? Pendant le mariage ou avant le mariage? Ou avant le mariage. Est-ce qu'on peut imaginer préparer son divorce avant le mariage? Est-ce que c'est quelque chose de possible? On vous a parlé des régimes matrimoniaux, par exemple, tout à l'heure. Il y aurait par contrat de mariage de faire d'opter en fait pour la séparation de biens. D'accord. Mais là aussi, c'est toute une culture en fait finalement du mariage, donc c'est très personnel en fait. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Il n'y a pas de conseil général. Il n'y a pas de conseil général. Comme le divorce est au cas par cas, le mariage aussi. Je dirais tout le long, que ce soit avant, pendant et après, c'est surtout la communication finalement, et de réfléchir toujours en équipe. C'est un bon point. C'est comme ça qu'on est toujours le plus gagnant finalement. Oui, c'est une très bonne notion. Oui. Est-ce que vous avez d'autres domaines d'intervention ou vous vous spécialisez uniquement dans la médiation et dans le divorce? Alors, en fait, on a débuté dans ce qu'on appelle l'accompagnement des particuliers. Alors, bien évidemment, pas que dans le domaine familial, également dans le domaine du voisinage, le domaine du travail. Puis, petit à petit, donc on est aussi intervenu en entreprise. On a développé plusieurs compétences. Aujourd'hui, on peut accompagner les entreprises dans la prévention, dans tout ce qui est anticipation, amélioration aussi. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment aussi bien pour les particuliers qu'en entreprise. D'accord, merci beaucoup. Et une autre question qui est peut-être un peu plus technique vis-à-vis de l'immobilier. Est-ce lorsqu'on a utilisé son deuxième pilier, l'un ou l'autre des époux, pour acheter le bien immobilier, est-ce qu'on a une obligation derrière de rembourser si on vend le bien, ou comment ça se passe si on le loue vis-à-vis du retrait du deuxième pilier? Généralement, de nouveau, nous on va toujours en fait, et c'est pour rebondir aussi avec ce qui a été dit, le fait d'anticiper et de regarder en fait si finalement les discussions et l'accord qui va être conclu en fait, est-ce qu'on peut l'exécuter. Donc nous c'est quelque chose qu'on va toujours regarder en médiation à un moment donné, de retourner vers la banque, de retourner en fait vers la caisse de pension, parce que là aussi la réponse elle va être, on va pouvoir répondre à cette question en disant oui, en général il faut rembourser. La partie en fait qui ne garde pas, si par exemple un époux a investi une part, donc a fait un versement anticipé, et qu'ensuite ce n'est pas cette personne qui garde en fait le bien, généralement la caisse va demander en fait le remboursement. Généralement, parce qu'après ça peut être une question de la somme qui a été, et que finalement aussi de l'accord.
Et c'est là de nous, on revient sur cette valorisation de la globalité, parce que c'est de regarder, est-ce que c'est à ce moment-là que c'est mieux de faire une compensation et puis finalement de verser peut-être même plus de deuxième pilier pour pouvoir racheter cette part qui a été versée de manière anticipée, et puis on vient le compenser ailleurs avec la liquidation du régime matrimonial, etc., etc. Et voir après avec encore plus de possibilités de rachat, etc., etc. Mais c'est de voir en fait finalement quel objectif les époux poursuivent, et puis ensuite de regarder en fait, d'objectiver tout ça, d'avoir des chiffres, de voir ce qui est possible de faire, ce qui ne l'est pas, ce qui est mieux, ce qui l'est moins, etc. C'est extrêmement clair. Merci beaucoup. On a reçu de nombreuses questions, mais on arrive malheureusement au bout du temps qui nous était imparti. Donc, on va arriver au mot de la fin. Je vais, avant de vous passer la parole, je tiens à vous remercier de votre participation. Et mon mot de la fin, ce sera, avant de vous passer la parole, c'est, vous avez dit une phrase tout à l'heure qui m'a marqué, c'est qu'il faut, dans le cadre d'un divorce, il faut préparer le futur et ne pas vouloir régler le passé. Donc ça, c'est effectivement la phrase que je retiens, qui effectivement, il faut se projeter dans le futur et pas forcément compter les points du passé dans un moment qui est difficile, d'où l'importance de se faire accompagner. Sandrine, Katia, je vous laisse peut-être un mot pour la fin. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation. Puis voilà, on a vu aujourd'hui tous ces avantages en fait à travailler ensemble, parce que c'est les époux travaillent ensemble, mais même en fait les professionnels et les experts, le fait de travailler ensemble, on amène réellement une plus-value en fait à nos clients. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux en tout cas d'être venues. Et merci à tous pour votre participation. Pour les questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre aujourd'hui, il y en a quelques-unes. Donc, bien évidemment, nous restons à vos dispositions pour pouvoir revenir sur ces différentes questions, ces différents sujets par la suite. Merci à tous et très bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.